Bien, Madame la Ministre, cher Alain Boer, Mesdames, Messieurs, mes chers collègues, je suis particulièrement heureux ce soir d'accueillir officiellement, vous doutez bien que ce n'est pas la première fois que nous nous rencontrons, le professeur Alain Boer qui va donc faire sa leçon inaugurale au Conservatoire. Tu permettras, Alain, que je te tutoie parce que ça fait bien, je crois, un quart de siècle qu'on se connaît. Et c'est avec plaisir que je saluerai tous tes invités et tous tes amis, d'autant plus que nous partageons avec certains la même amitié. Deux mots peut-être pour les nombreuses personnalités extérieures qui nous ont rejoints ce soir pour cette leçon inaugurale sur le Conservatoire. Rassurez-vous, je serai extrêmement bref, mais j'ai toujours plaisir à rappeler donc cet établissement est de plus de 2 fois centenaire. Je rappelais tout à l'heure à Alain Boer le 8 Vendémiaire 1700 en 3. Si on met 8 Vendémiaire, il faut dire en 3, sinon c'est le 29 septembre 1794. Abbé Grégoire, donc plus de 2 siècles. Des chiffres pour situer l'importance de cet établissement qui est le premier établissement d'enseignement supérieur français dédié à la formation tout au long de la vie et donc aux adultes. Quand je dis le premier, j'ai aucun mérite puisque c'est le seul qui soit entièrement dédié à la formation tout au long de la vie. Mais c'est vrai qu'en accueillant aujourd'hui chaque année, bon an mal an, près d'une centaine de milliers de personnes, en étant capable de mobiliser devant tout ceci presque une dizaine de milliers d'enseignants ou de chargés de cours, se répartissant à part à peu près égale entre le monde académique et le monde de l'entreprise, en estimant que nous avons probablement dans la société française aujourd'hui en activité 1 bon million de personnes qui ont tout ou partie d'un diplôme du conservatoire. Ce sont des chiffres qui frappent, qui me permettent tout de suite de dire, parce que ces chiffres n'auraient pas de sens, qu'on ne peut pas réduire aujourd'hui la présence du conservatoire à ces bâtiments fût-il prestigieux de la rue Saint-Martin, puisque le CNAM est présent sur l'ensemble du territoire français, sur l'ensemble de l'outre-mer et même dans beaucoup de pays francophones, ce qui faisait dire à un de mes prédécesseurs que le soleil ne se couchait jamais sur le CNAM, comme sur l'empire de je ne sais plus qui, mais bon, Charles Quint, en fait il devait se coucher quand même sur l'empire de Charles Quint, il me semble. Voilà, ceci étant dit, c'est avec beaucoup de plaisir, je vous l'ai dit, que nous accueillons et que j'accueille ce soir Alain Boer. Je profite de ça pour dire 2 ou 3 choses, à un moment où le conservatoire est à un tournant de son histoire, vous le savez, peut-être, nouveau statut, nouveau départ. Prochainement, je crois que demain, on peut le dire, Madame la Ministre, sans vous déflorer un secret d'État, une autre de vos collègues du gouvernement annoncera la création autour du CNAM d'un pôle de recherche et d'enseignement supérieur associant 7 établissements prestigieux de la capitale, l'Université de Paris 1, l'École nationale supérieure des arts et métiers, l'École pratique des hautes études, l'École des hautes études en sciences sociales, l'École française d'Extrême-Orient, donc un ensemble, l'École supérieure, l'ESCP Europe. J'ai dû oublier personne, je pense, un établissement, donc un ensemble qui a vocation à avoir une forte présence à l'international et qui a bien l'intention de s'investir notamment sur la présence de la France dans le monde asiatique. Pourquoi le cacher ? Lorsque Alain a été nommé au conservatoire, il y a eu un certain nombre d'articles de presse et je voudrais aujourd'hui dire que parmi les nombreuses choses que j'ai lu beaucoup de sottises. Et vous noterez que je retiens volontairement mon langage. Parmi les sottises que j'ai lues ou entendues, notre ami Alain n'aurait pas le profil universitaire et la criminologie n'aurait pas sa place au conservatoire. Ceux qui écrivent ceci, dire pour essayer de contester l'arrivée d'Alain au conservatoire, n'ont rien compris au conservatoire. Et que le conservatoire a toujours eu, je dirais depuis sa création, depuis Grégoire, vocation justement à être en avance sur ce qui s'enseigne ailleurs, et notamment à l'université. Et c'est justement lorsqu'on n'a pas le profil universitaire classique, et c'est lorsqu'on est sur une discipline qui n'a pas encore trouvé sa place, même si un jour viendra à l'université, que l'on a toute sa place au conservatoire. Voilà pourquoi je trouve que la présence d'Alain parmi nous est non seulement légitime, mais je dirais honore le conservatoire. Et le connaissant bien, je pense que nous allons prendre ce soir beaucoup de plaisir à l'entendre. Mon cher Alain, tu as la parole. Madame la Ministre, Monsieur l'Administrateur général, Mesdames et Messieurs, avec vos titres, qualités, fonctions et surtout relations amicales, je voulais vous indiquer d'abord que cette séance inaugurale était, comme l'a bien rappelé Christian Forestier, une curiosité.
Elle ne pouvait avoir lieu qu'au CNAM, cette institution inventée sur proposition de l'abbé Grégoire le 8 Vendémiaire en 3, nous avons les mêmes lectures, par la Convention pour, disait-il, éclairer l'ignorance, augmenter la somme des connaissances et le nombre des connaisseurs. Et nous sommes ce soir dans une véritable assemblée de connaisseurs. Ce premier cours inaugure un enseignement paradoxal. Il est le plus populaire des programmes scientifiques scénarisés sur toutes les chaînes de télévision et au cinéma. Expert, Criminal Minds, Julie Lescaut, RIS, et j'en oublie beaucoup. Mais il n'existait pas à l'université, comme hier les langues orientales, la science politique, l'environnement, comme les sciences et les techniques modernes avant le CNAM. Ce conservatoire très progressiste qui, entre autres, permit à un ancien commis d'écriture, devenu industriel du coton, de trouver un espace de partage et de transmission du savoir en devenant le plus grand économiste français de son époque, Jean-Baptiste Say. Certes, comparaison n'est pas raison et je reconnais sans difficulté mes propres limites. Mes pairs ayant démocratiquement jugé que j'étais digne de vous présenter cette introduction, je vais donc procéder. Ce soir donc, la criminologie retrouve un espace académique sous sa véritable identité, sans pseudo. On pourrait l'appeler criminologie appliquée aux nouvelles formes de criminalité dans le contexte de la globalisation, comme on me l'a proposé, mais ce ne serait que réducteur, car qui n'a pas de passé n'a pas d'avenir. Nous conduirons donc cet exposé introductif comme une investigation criminelle. Je vous invite donc à une sorte de cluedo collectif. La scène du crime est constituée par cet amphithéâtre, la victime aletheia, vérité en grec, criminologie, a disparu, et de nombreux indices indiquent qu'un événement prévu et réprimé par notre code pénal aurait eu lieu. Enlèvement, meurtre, disparition inquiétante. Mademoiselle Rose, le colonel Moutarde, Madame Leblanc ou le professeur Violet sont en garde à vue et au garde à vous. Les meilleures équipes d'enquête, sont présentes sur les lieux. Roger Daché, mon co-auteur de Roman Noir, contrôlera l'évolution de l'enquête, agissant ainsi comme un secrétariat aux procédures. Le préfet de police vérifiera le strict respect des règles et la protection des libertés. Et les experts, nombreux dans cette salle, sont invités à contribuer aux investigations. Le premier indice est manuscrit sur un ouvrage en partie détruit, dont le titre encore visible est « Qu'est-ce que la criminologie ? Un parcours pour idéologues ». Tracé d'un doigt malhabile, on lit aussi « Le droit et la sociologie m'ont... ». L'ouvrage commence par une citation de Jean Pinatel au congrès de 1956, organisé par l'UNESCO sur l'enseignement supérieur, section criminologie. Le problème de la criminologie est posé en France et l'on s'achemine inéluctablement vers sa solution rationnelle. 54 ans plus tard, nous progressons. Le document est suivi par l'introduction d'Alvaro Pires, reprise de son exceptionnelle Histoire des savoirs sur le crime et la peine, bien évidemment, édition helvétique. Faire une introduction à la criminologie et à son histoire semble poser des problèmes particuliers, écrit-il. En général, l'introduction à l'histoire d'un savoir commence par la supposition que ce savoir constitue une discipline autonome et par une définition préalable de ce dont on va parler. Un champ préalable d'inspection, aurait dit Xavier Hofer. Une méthode courante consiste alors à commencer par élucider le nom de la discipline. Dans le cas de la philosophie, par exemple, on dirait que ce terme provient du grec et qu'on le traduit par amour ou recherche de la sagesse. Cette méthode se caractérise en général par le fait qu'on s'entend approximativement sur l'existence de la discipline et qu'on trouve dans le nom même une sorte de renvoi utile et condensé à l'objet d'étude. Bref, ce qu'il y a sur la boîte correspond à ce qu'il y a dans la boîte. Par rapport à la criminologie, aucune de ces conditions ne semble se satisfaire sans peine ou au-delà de périodes relativement éphémères. On ne s'entend pas sur le statut de science autonome, le consensus sur ces objets a toujours été éphémère et partiel, la détermination de sa date de naissance fait l'objet de discussions interminables, et à part les cas les plus évidents, on ne sait pas dire facilement à partir de quels critères un ouvrage sera considéré comme étant ou non de criminologie. En plus, le nom même de criminologie, qui a été inventé dans le dernier quart du XIXe siècle, n'a pas été la seule appellation, ni probablement la première, par laquelle on a désigné ce savoir. Les expressions anthropologie criminelle, sociologie criminelle semblent avoir précédé celle de criminologie et d'autres appellations ont été mises à contribution après. Qu'il suffise de dire qu'une partie de nos hésitations tient au fait que le sens étymologique du mot crime
ne correspondait pas jusqu'à la fin des années 60 à l'utilisation que le criminologue en a fait depuis qu'il emploie ce mot, on peut même dire que le criminologue a renversé le sens du mot dont il héritait. En effet, Jeffrey rappelle que dans son sens étymologique, le terme crime fait référence à l'acte de juger ou d'étiqueter le comportement plutôt qu'au comportement lui-même. En effet, le mot crime vient du latin crimen, qui signifie à l'origine décision judiciaire. Ce mot vient à son tour du grec krimein, c'est-à-dire juger, choisir, séparer. Dans le latin classique, le mot crimen a aussi pris le sens d'accusation ou de chef d'accusation. Cela veut dire que dans son sens étymologique, le mot crime ne désigne pas directement une action, un acte ou un comportement particulier, mais plutôt l'acte de juger un comportement dans le cadre d'un processus institutionnel de type judiciaire. Le sens du mot crime rejoint ces phrases célèbres du juriste italien Carrara, qui soulignait qu'on ne doit pas concevoir le crime comme une action, mais comme une infraction, car il n'est pas un fait matériel, mais plutôt un être juridique. Or, cette idée que le crime pouvait être autre chose qu'un comportement allait à l'encontre des représentations dominantes du XIXe et de la première moitié du XXe siècle. En règle générale, les chercheurs de cette époque étaient surtout préoccupés par l'étude empirique des causes spécifiques du comportement criminalisé, considéré comme un fait brut. Certains avaient même la conviction que le crime était une sorte de maladie ou de pathologie et que les personnes qui transgressaient les lois pénales faisaient partie d'une variété zoologique du genre humain. Or, l'étymologie du mot les aurait poussés à représenter la criminologie comme la science qui étudie les décisions judiciaires ou encore comme la science qui étudie les jugements de valeur portés sur certains comportements dans un contexte judiciaire. Bien sûr, cela allait aussi à contre-courant par rapport à l'idée du criminel né. Mais plus fondamentalement encore, même pour ceux qui ne croyaient pas dans l'anormalité du justiciable ou dans l'hypothèse d'un criminel né, l'idée que le crime pouvait dépendre d'une décision législative et judiciaire semblait conduire nécessairement à une absurdité, en l'occurrence à la conclusion bizarre que sans la définition pénale du crime, le comportement en question disparaîtrait. Dès lors, c'est le projet même d'expliquer empiriquement et scientifiquement les comportements qui paraissait compromis. Pour résoudre ce problème, le criminologue s'est alors mis à concevoir le crime comme un comportement et non comme une construction, et à chercher des définitions du crime qui le représentaient comme un comportement et comme une réalité substantielle. Souvent, après avoir reconnu que le crime appartient à la grande catégorie d'actes punissables et que ce n'est pas tout acte punissable ou antisocial qui est considéré comme crime par la loi, ils ou elles, criminologues, concluent que le crime existe même sans la loi pénale. Vous imaginez la difficulté des enquêteurs face à cette présentation aussi complexe. De mieux en mieux formés à l'analyse et considérant de plus en plus la culture de l'aveu comme dépassée, selon la formule de Saint-Péchenard, ils découvriront assez rapidement que dès les origines, Cesare Lombroso considère la criminologie comme une branche de la biologie, voire de l'anthropologie. Enrico Ferri, lui, la voyait comme un supplétif de la sociologie. Raphaël Garofalo inventa le terme et Edwin Sutherland, l'Einstein de la criminologie, totalement inconnu dans notre pays, ou presque, la présentait comme le corpus de connaissances concernant le crime comme problème social. Évidemment, le champ criminel existe pour tous les auteurs, quelle que soit la théorie qu'ils défendent. Mais les bornages diffèrent et les modes de culture s'opposent. Disons-le clairement, la criminologie est d'abord un espace de confrontation d'idéologies très construites et de petites détestations personnelles qui ne vont pas jusqu'au passage à l'acte, quoique. L'enquête se poursuit en général, après cette mise au point méthodologique, par l'audition des témoins. Le commandant empirique, principal ami, voire plus, de la disparue, et qui n'était pas candidat en Seine-Saint-Denis, intervient le premier. Il rappelle la place de Thomas More, de Césarée, marquis de Beccaria, de Jeremy Bentham dans la fondation du sujet, même s'il précède d'un siècle l'école positiviste italienne. Il insiste pour que soient pris en compte les œuvres de Pinel, psychiatre, Quetelet, astronome et mathématicien, Durkheim, sociologue qui, contrairement à des idées répandues, même au CNAM, a pourtant écrit sur la criminologie, Guéry, statisticien, Parker Burgess, urbaniste, Eysenck, psychologue, Lacassagne, médecin légiste, ou Tarde, juge. Empirique continue en rappelant qu'Aletheia Criminologie a longtemps été assignée à résidence et que son évasion avait provoqué des troubles. Une pétition avait circulé, un grand quotidien du soir paraissant le matin avait publié une pleine page sur la question. Il proposait de chercher dans cette direction. Les enquêteurs, submergés,
décident de poursuivre leurs travaux en interrogeant les tenants de l'opinion inverse. Le groupe Ne sauvons pas la criminologie, qui dénonce en vrac une volonté de contrôler, une conception biaisée de la connaissance scientifique, un bilan tendancieux de l'existant, la confusion entre recherche et expertise et une tendance naturelle vers la pensée unique, option Sarkozy. Il développe surtout la thèse suivante. C'est dans ce cadre qu'a surgi récemment l'idée de développer dans les universités une discipline nouvelle en France, la criminologie. Qu'en penser? Cette discipline existe comme telle dans beaucoup d'autres pays, où elle a acquis un statut scientifique éminemment respectable. Que l'on soit en France sociologue, psychologue ou pénaliste, travaillant sur le crime, beaucoup de nos partenaires étrangers sont des criminologues. On a pourtant tort d'opposer une exception française à un modèle étranger dont on fantasme l'homogénéité. Grosso modo, ça existe partout, mais pas chez nous, donc on a raison. En réalité, la criminologie s'est développée comme discipline universitaire dans un certain nombre de pays, mais selon des modalités très différentes. Aux États-Unis, il s'agit de départements de sciences sociales. En Europe, au contraire, il s'agit généralement de sections de facultés de droit. Encore faut-il distinguer, disent les tenants de la ligne inverse, les pays du common law, où les écoles de droit ont une conception du droit assez faiblement normative, pour accueillir des secteurs de recherche empirique, et les pays romano-germaniques, où la tradition de droit légiféré durcit la conception normative du droit et rend toujours difficile la coexistence avec des recherches empiriques. Certes, mais ça existe malgré tout partout. Il faudra encore distinguer, disait-il, les pays comme l'Allemagne, l'Italie ou l'Espagne, où le pénal constitue un secteur important et autonome du droit public, et ceux comme la France, où il est réduit à une portion congrue du droit privé. En France, le développement de l'enseignement universitaire de la criminologie s'est borné pour l'essentiel à des instituts de criminologie, des facultés de droit, dispensant le plus souvent un enseignement marginal par rapport aux diplômes réguliers. Si l'enseignement universitaire reste peu développé, la recherche sur les problèmes criminels est en revanche en forte croissance, comme le montre l'émergence d'un pôle et de plusieurs réseaux d'importance européenne. Et à ce moment, au nœud de cette contradiction fondamentale visant à démontrer que tout existe mais que ça ne devrait pas exister, les auteurs posent une question essentielle. Pourquoi ce décalage entre développement de la recherche et stagnation de l'enseignement? Et comme dirait Christian Forestier, le CNAM est là pour y répondre. La première et principale raison tiendrait à l'incertitude qui pèse sur les débouchés. L'accès à la plupart des professions pénales est verrouillé par l'existence d'écoles professionnelles dont rien n'indique la prochaine disparition. Peut-on imaginer un enseignement universitaire de criminologie antérieur au passage par ces écoles? Il faut distinguer selon les cas. Pour les deux grandes professions du champ, la magistrature et le barreau, ce serait probablement difficile car le pénal y constitue un secteur encore insuffisamment développé. L'impact médiatique est trompeur. Les IEJ et l'ENM apprécieront de savoir qu'on n'y enseigne que peu le droit pénal. Pour les personnels d'exécution de la police et de l'exécution des peines, il n'y a pas de formation universitaire en dehors des diplômes d'université, des instituts de sciences criminelles. Pour le personnel d'encadrement de ces secteurs, on pourrait certes envisager un cursus universitaire spécialisé, mais il resterait de faire alors double emploi avec les écoles professionnelles. C'est sûr qu'un policier qui pense, c'est dangereux. À supposer que le problème des débouchés ait trouvé une solution favorable, resterait encore à savoir où loger la nouvelle discipline universitaire. Les rares enseignements se trouvent généralement dans les facultés de droit, du moins si l'on se borne à l'appellation criminologie ou sciences criminelles. Bien évidemment, l'ensemble des disciplines de victimologie, de médecine légale, de psychologie criminelle n'existent pas. Mais il s'agit rarement de producteurs actifs de savoirs nouveaux. Grosso modo, cette bande de vieux barbons dont on se demande que faire et qui ont été mis là comme une sorte de réserve naturelle dont on attend l'extinction. La production de savoir, surtout de niveau international, est pour l'essentiel concentrée en sciences sociales, principalement en sociologie, sciences politiques et histoire. Comment alors résoudre la difficulté qu'un enseignement coupé des centres vivants de recherche reconnus internationalement aurait toute chance de végéter et d'avoir du mal à obtenir une reconnaissance européenne et internationale? Troisième problème, une discipline scientifique ne se définit pas par son objet d'étude, surtout quand cet objet est finalement assez étroit. J'ai pensé à un moment la faire graver en lettres d'or sur le fronton du CNAM. Je répète, une discipline scientifique ne se définit pas par son objet d'étude. Je me suis du coup demandé par quoi pouvait donc se définir une discipline scientifique si ce n'était par son objet d'étude. Si une telle conception présente l'avantage de mettre en lumière la spécificité de l'objet, elle présente en revanche l'inconvénient d'incliner à des explications de l'objet par lui-même qui tournent en rond. Comme dirait l'autre, poser la question, c'est y répondre.
Elle contribue alors au moins au progrès des savoirs, elle contribue alors moins au progrès des savoirs qu'à la légitimation scientifique de croyances de sens commun, qui, comme chacun sait, est une honte et une agression à la science véritable. L'histoire médiocre de la criminologie en France tient peut-être pour l'essentiel à cette myopie constitutive. Ne risque-t-on pas de produire un champ clos de rivalité pour la prééminence ou de fragmentation où chacun vaque à ses occupations sans s'occuper de ses voisins? Et j'ai trouvé à ce moment précis qu'il y avait une immense lucidité personnelle pour les rédacteurs de ce texte qui visiblement l'ont écrit sans le lire. Est-il possible de développer un enseignement criminologique qui échappe à cette difficulté constitutive? Qu'il existe dans plusieurs pays, grosso modo tous, un enseignement de criminologie ne suffit pas à prouver l'excellence de cette solution, surtout quand l'homonymie cache en fait des situations très différentes les unes des autres. De là à illuminer physiquement le sujet de discorde, les enquêteurs décidèrent la prudence et poursuivirent leurs investigations. Ils décidèrent donc de recueillir l'avis diamétralement opposé de Xavier Hofer, Yves Roucault, de François Haut et une quarantaine d'autres, invités à fournir des précisions utiles à l'enquête. La criminologie française, disent-ils, est une discipline scientifique totalement atypique. La légitimité de son existence académique, scientifique et sociale cohabitant depuis plus de 150 ans en France avec une totale carence de réalité institutionnelle. Le phénomène criminel est pourtant un axe de questionnement dans le débat public. Chacun a pu lire dans son journal, écouter sa radio ou voir la télévision des sujets concernant des crimes véritables. Ils n'ont pas tous été inventés pour satisfaire le besoin des lecteurs en mal d'expression extrême. Il y a des réalités sociales et criminelles dans ce pays. Et c'est un enjeu pour de nombreux professionnels du champ sanitaire, juridique, social, politique même. Depuis son émergence à la fin du XIXe siècle, à la jonction d'au moins 4 disciplines reconnues sur un plan universitaire, médecine, droit, sociologie et psychologie, la criminologie est demeurée dans les faits une annexe du droit pénal. Le champ scientifique français se trouvait, contrairement à d'autres pays occidentaux, le Canada, la Belgique, l'Italie et j'en passe, dépourvu d'une authentique criminologie, c'est-à-dire d'une communauté scientifique institutionnelle se rattachant formellement à un objet d'étude commun, le comportement criminel, les formes de criminalité, les victimes de la criminalité, les instances de régulation et les réponses à la criminalité. Il est vrai que cette criminologie est au carrefour de plusieurs spécialisations, plus ou moins développées et plus ou moins reconnues. Psychiatrie criminelle, médecine légale, criminalistique, police technique et scientifique, psychologie criminelle, démographie criminelle, sociologie criminelle, pénologie, victimologie, sciences pénitentiaires, sociologie de la police, politique publique de sécurité, bref, tout ce qui peut s'appeler autre chose que criminologie mais qui ressemble beaucoup. Une véritable babel criminologique, selon le joli titre trouvé par Pierre-Victor Tournier. Cette fragmentation disciplinaire a pour effet de ne saisir le phénomène criminel qu'au travers du prisme de petites spécialités ayant investi l'objet criminel, ce qui a pour effet de produire des savoirs totalement morcelés et très difficilement mis en relation. Dans l'enseignement universitaire ou la recherche, la criminologie n'existe donc que de manière accessoire, voire anecdotique, sous la forme, pour l'essentiel, d'enseignements épars, de diplômes d'université et de rares spécialisations dans quelques masters. Mais dès lors qu'on cherche un peu, on trouve des dizaines d'enseignants, de chercheurs ou de formations plus ou moins clandestins. Le caractère pluridisciplinaire de la criminologie sert souvent de justification à cette inexistence institutionnelle. Les disciplines établies, si elles tolèrent plus ou moins quelques incursions de leurs membres dans le champ criminologique, ayant plutôt tendance à se replier sur leurs espaces scientifiques et professionnels propres et surtout sur la gestion des postes qui leur sont attribués. Quant aux universitaires et chercheurs français, en dépit de leur investissement sur le champ criminel, ils ne peuvent revendiquer le titre de criminologue dans la mesure où la structuration universitaire a fait d'eux des juristes, éventuellement pénalistes, mais pas toujours, des sociologues, des politologues, des psychologues, des médecins psychiatres, etc. La criminologie française n'existe donc le plus souvent que de manière incidente et dérobée, d'une part avec des recherches effectuées sous la bannière d'autres disciplines, d'autre part avec des travaux conduits par des criminologues plus ou moins autodidactes, en l'absence de validation universitaire. La communauté des chercheurs français en criminologie existe donc plus sous la forme d'une sorte de collège invisible, d'individualités plus ou moins marginalisées par rapport à leur discipline d'appartenance que sous celle d'une communauté scientifique légitime. La criminologie française dispose pourtant d'une association professionnelle, l'Association française de criminologie, dynamique, mais dont l'activité, faute de moyens, s'avère quelque peu confidentielle. Il n'y a guère qu'une poignée de chercheurs français pour participer aux activités des principales sociétés européennes et internationales
de criminologie. La constitution et le développement d'une criminologie française suppose donc la mise en place d'un outil de référence ayant pour dessein d'accueillir les nombreux spécialistes de ces questions sur le plan interne comme international au centre des préoccupations sociales. Il s'agit d'afficher clairement la capacité de la criminologie à apporter des réponses concrètes aux principales questions que se pose la société, mais aussi à contribuer à l'insertion professionnelle des auditeurs en répondant aux besoins des collectivités publiques, organismes et entreprises en matière de professionnels, des questions de criminalité, de prévention et de sécurité. Visant à enrichir ou infléchir des politiques publiques, politiques sociales ou politiques de la ville, Madame le ministre, cette criminologie sociale laboure toujours mieux et plus profond une partie du champ criminel sans s'être réduite et ignore donc largement ce qui est stratégique, c'est-à-dire les formes collectives de criminalité, crime organisé et terrorisme, les formes transnationales de criminalité, cartels et mafias, les formes criminelles propres à l'état présent du monde, la face noire de la mondialisation. Je dois dire d'ailleurs, depuis que nous avons écrit ce petit ouvrage avec Xavier Hofer il y a quelques années, que l'utilisation régulière du terme nous incite à montrer qu'il s'agit plus d'un phénomène de révélation que d'une pure invention. Le développement sans précédent de la criminalité en réseau, avec l'ouverture des marchés, le développement des nouvelles technologies et les nouveaux modes consuméristes, implique de prendre au sérieux la notion de criminalité globale, de l'intelligence économique aux questions environnementales, aux menaces au NRBC. Les organisations criminelles développent les stratégies d'intervention et d'invention nouvelles, et tous les jours nous en découvrons que nous ne connaissions pas. Il s'agit donc, plus particulièrement, d'impulser un développement de la recherche et de l'enseignement de la criminologie selon des orientations simples. Identification de la réalité contemporaine des phénomènes criminels. La criminologie refondée aspire à déchiffrer, à rendre intelligible la complexe dimension criminelle du monde, à penser les mutations et transformations du milieu criminel dans un monde où naissent de nouvelles formes de criminalité hybride liées au développement du numérique, de la nouvelle économie, des nouvelles formes de communication, d'organisation du travail et de consommation. Cela en entreprenant d'abord de répondre à des questions fondamentales. Qui sont aujourd'hui les criminels? Comment évoluent-ils? Où sont-ils? Combien sont-ils? Que font-ils et pourquoi? Et surtout, en évitant la confusion, en cessant d'appeler criminels ceux qui n'en sont pas et en cessant de ne pas vouloir ou de ne pas oser appeler criminels ceux qui en sont véritablement. Mise en perspective mondialisée des phénomènes criminels. Cela, la criminologie anglo-saxonne commence à le faire devant la croissance explosive de la criminalité internationale. L'importante littérature consacrée à la mondialisation et aux relations internationales néglige largement la face noire du monde internationalisé, tout comme les efforts anticriminalité des États-nations. On a beaucoup écrit sur l'érosion de l'État régulateur par la libéralisation des marchés et la dérégulation, mais on étudie bien moins la re-régulation et l'expansion étatique par la lutte anticriminelle. En fait, comme on l'a découvert depuis longtemps, la criminalité, ce n'est pas l'ordre contre le désordre, c'est l'ordre contre un autre ordre, et il va bien falloir le prendre en considération. Ces études, il revient aux criminologues de les conduire, et ce d'autant que nous sommes ici à l'intersection si extraordinairement mal étudiée de deux disciplines, les relations internationales et la criminologie, par tradition étrangères l'une à l'autre, mais qui ne devraient plus l'être désormais. Il faut également prendre en considération l'approche géopolitique et globale des études criminelles. Comme les montrait France Paramel, la biographe de Gabriel Tarde. Le crime s'organise toujours plus. Crime en réunion, bande, crime organisé, mafia. Aujourd'hui, l'industrie du crime s'est mondialisée par la communication et d'autres entreprises criminelles sont nées pour assurer cette communication. Désormais, le crime organisé et les mafias ont à voir avec la géopolitique, mouvements migratoires, trafic, lien avec l'économie parallèle et le terrorisme. Il faut aussi, et c'est probablement le champ le plus vaste et le plus ouvert, étudier les phénomènes criminels dans un esprit d'anticipation. Si l'approche historique est certes importante, la criminologie nouvelle, ou la criminologie retrouvée, devra d'abord observer les phénomènes criminels dans un esprit de décèlement précoce et d'anticipation. Elle devra notamment savoir discerner ce qui, dans l'environnement criminel contemporain, est inédit ou répétitif, éphémère ou porteur d'avenir. Il faudra enfin porter une attention particulière aux risques peu visibles, dont les risques criminels. Le lien entre décision politique et résultats ultérieurs indésirables, avec l'utilité manifeste d'une criminologie de l'effet pervers, entendu comme le décalage entre un objectif et un résultat. La critique des politiques de fait accompli, comportant des séquences criminelles connues de criminologues, mais souvent ignorées de leurs concepteurs. Des risques qui, selon Ulrich Beck, ne sont ni visibles ni tangibles pour les personnes qui sont exposées et qui ont besoin du recours aux organes de perception de la science
pour devenir visible et interprétable en tant que risque. Bref, dans notre civilisation marquée par la science, les situations de menace doivent briser le rempart des tabous qui les entourent pour accéder à l'existence scientifique. Former les capacités nécessaires dans ce contexte devient désormais l'une des tâches principales qui incombent aux institutions pédagogiques. D'évidence, la criminologie ne se construira ni dans le repli, ni dans le déni. Un projet authentiquement pluridisciplinaire doit s'appuyer sur des disciplines fortes, appartenant aussi bien aux sciences humaines qu'aux sciences dites dures. La criminologie a surtout besoin d'air. Aussi tirera-t-elle sa fécondité future du fait de s'ouvrir et de s'irriguer de sciences ouvertes sur le grand large, géopolitique, relations internationales, sciences juridiques, ethnologie, sociologie, psychologie, psychiatrie, médecine légale, mais aussi informatique, chimie, biologie, physique. Une grande convergence nécessaire à l'heure des nouvelles menaces et probablement une fécondité d'autant plus accélérée que le CNAM est déjà le réceptacle pour beaucoup de ces disciplines ignorées pendant longtemps par l'université et qu'elle n'a su retrouver, pas pour toutes, que tardivement. C'est Loïc Villerbu, professeur de psychologie à Rennes et président de la Conférence nationale de criminologie, qui précisera aux enquêteurs que le 3 février 2009, Pierre-Victor Tournier ouvrait une journée d'études historique. Elle faisait suite à la mission proposée par le président de la République sur les questions stratégiques. Pierre-Victor Tournier, incontestable porteur d'une criminologie ouverte, documentée, active, internationale, avait su alors regrouper des forces disparates, nombreuses et totalement polémiques, autour d'une journée dense. Nous nous sommes découverts, disait Loïc Villerbu, nombreux et isolés, distribuant une multitude de références et de cloisonnements, œuvrant de façon négative à la visibilité des productions de recherche et d'enseignement ou d'innovation. Que l'environnement de cette journée ait donné lieu à polémique est la garantie d'un espace démocratique vivant et dynamique. C'est la version diplomatique pour qu'est-ce qu'on a eu du mal à se retrouver. Dès lors que des espaces scientifiques cherchent à voir le jour dans une construction politique et stratégique des enseignements et de la recherche à un haut niveau d'excellence universitaire, celle-ci devenant à son tour le garant d'espaces toujours ouverts au débat. Je retiens de ces propositions que la recherche de langue française, hexagonale ou non, européenne, se définit non pas d'une criminologie référentielle, mais de criminologies, au pluriel, dont la complexité est bien autre chose que la simple adjonction d'approches disciplinaires ayant chacune leur histoire et leur territoire. Je retiens que la complexité demeure une langue à découvrir et qu'appliquée au champ des criminologues, on peut en attendre des renouvellements d'approches, de conseils stratégiques et d'avancement des savoirs scientifiques. S'il est devenu évident qu'il y ait des criminologues en acte, en action, masqués par une prévalence disciplinaire qui n'en faisait qu'un champ d'application, il fut aussi clair que la spécificité française se dénotait d'une absence de criminologues et que non seulement une orientation disciplinaire, mais une fonction, la visée professionnelle, restait encore pour l'essentiel à découvrir. Dit autrement, que d'une complexité redécouverte, qu'une absence de définition et d'objet pouvait essouffler une inversion des approches institutionnelles, disciplinaires actuelles, était envisageable et susceptible de produire de nouveaux champs, donc de faire l'histoire. Au demeurant, les résistances à cette nouvelle ou autre phase du monde scientifique et professionnel pouvaient être identifiées dans nos histoires comme nos approches universitaires et praticiennes. Que l'on prenne par exemple le champ de ce qu'on appelle aujourd'hui la psychologie, ses ruptures avec la philosophie, avec la physiologie, avec la métrique, ses essais d'autonomie et ses émergences multidimensionnelles ont à chaque fois eu comme effet de renouveler les distributions disciplinaires et d'avoir une autre perspective de développement. Il en est de même dans toutes les disciplines actuellement reconnues. Ultime témoin entendu, dans l'épuisement général des enquêteurs, Pierre-Victor Tournier conclut mathématiquement. Le tétraèdre donne une bonne image de la conception que nous avons de la criminologie. 3 champs disciplinaires distincts, les sciences du droit, les sciences de la société, les sciences médicales et du psychisme, unis pour construire de solides connaissances sur le crime en s'appuyant sur un socle commun, la philosophie. J'ajouterai qu'aujourd'hui en France, disait Pierre-Victor Tournier, le sectarisme mortifère des uns et des autres donne à la pyramide tétraédrique une allure de tour de Babel. Aussi, tout n'est-il pas à rebâtir? Je dois dire que venant d'un non-initié, le principe de la pyramide et du triangle ne peuvent que me convenir. À ce moment précis de l'enquête, heureusement pour eux, les policiers reçurent une lettre d'Aletheia Criminologie intitulée « Et si la criminologie existait ?»
En voici les principaux éléments. Aletheia Criminologie disait « Le criminologue n'est pas un policier ni un juge. Son rôle n'est pas d'arrêter, de juger, ni de condamner, mais de comprendre. Or, en cette matière, le plus souvent, ce qui est nouveau, c'est ce qu'on a oublié. Le plus souvent, ce qui nous échappe est ce qui change un petit peu tous les jours. Entre ce qu'on sait, ce qu'on croit et ce qu'on cherche, ce qu'on sait en matière criminologique est hélas la plus petite partie de l'ensemble. En France, les questions criminelles sont traitées par deux forces antagonistes et extrêmes. La première, qui considère tout auteur comme une victime d'un environnement néfaste et qui professe une culture de l'excuse permanente. Personne n'est jamais responsable de rien. Son opposé, qui estime que qui vole un œuf vole un bœuf, que rien ne cherche de chercher à comprendre les motivations du passage à l'acte et que la seule solution est l'enfermement, une culture de l'élimination. Entre ces deux points, pas de salut et pas d'acceptation du principe de complexité. En 1974, Robert Martinson a fait l'effort de publier aux États-Unis une gigantesque étude sur leur dispositif de prévention de la criminalité et de réinsertion des criminels. Le titre « What Works? Questions and Answers about Prison Reform » est devenu pour la presse « Nothing Works ». Et les États-Unis, pragmatiques avant tout, sont passés du préventif au répressif, un véritable effet de swing d'un extrême à l'autre. D'élections locales en scrutin fédéral, les démocrates dénoncés comme laxistes ont été défaits par des démocrates conservateurs, eux-mêmes battus aux élections générales par des républicains répressifs. Comme toujours, le phénomène américain, avec retard, a touché l'Europe, car il n'y a pas de négationnisme acceptable. Le négationnisme de droite et le négationnisme de gauche ont le même effet, celui de fournir directement des électeurs aux extrêmes. Que croit-on savoir aujourd'hui des questions criminelles? On sait par exemple que le crime n'est pas en récession et que le terrorisme non plus. Que la crise n'est pas une mauvaise nouvelle pour les activités criminelles, c'est plutôt un booster du crime. Que le crime fonctionne, merci Jean-Baptiste Say, selon les règles de l'entreprise économique libérale avancée, c'en est même un étalon de référence. Nouveaux marchés, zone de chalandise, intégration verticale et horizontale, management, incentive pour le personnel, recherche-développement, une gestion peut-être un peu définitive de la concurrence, mais c'est tout ce qu'on pourrait leur reprocher. Adam Smith avait donc raison, la main invisible existe, mais elle est criminelle. Des pistes de recherche existent pourtant, des pistes que nous nous devons d'explorer. Mutation et hybridation, l'arrivée du gangsterrorisme, la déspécialisation et le passage au conglomérat, l'existence et le développement des guérillas dégénérées, le passage d'un terrorisme importé à un terrorisme implanté, l'effet accélérateur d'Internet, la suppression des frontières physiques et culturelles. La mondialisation du crime est un fait accompli depuis la réorientation structurelle des narco-colombiens ou mexicains du nord vers le sud, passant désormais par le Brésil pour atteindre l'Espagne, convaincu à juste titre qu'un marché de 600 millions de consommateurs au faible pouvoir de police était plus intéressant et moins risqué que celui de 300 millions qui leur fait la guerre. Le monde est de plus en plus fragmenté, mais la criminalité est de plus en plus organisée. On assiste ainsi donc à une collectivisation du crime et des criminels. L'Europe du crime, elle, est déjà faite, Turquie incluse, avec ses mafias spécialisées dans le service aux autres groupes criminels. Une mafia des services aux autres mafias, qui est un pur produit de la globalisation criminelle. L'Europe de la police et de la justice, elle, reste encore à faire. L'Europe des implantations financières offshore est une réalité physique, de l'optimisation fiscale, le joli nom qu'on donne à évasion, au blanchiment, en passant par le racket, la corruption et la rétrocommission, les mêmes tuyaux servent à tout. Seuls les branchements diffèrent. Le problème des criminologues, le problème que les criminologues devraient enseigner à leurs étudiants, c'est donc diagnostic, anticipation, décèlement. Pour enfin dépasser le stade de la compilation pour arriver vers celui de l'analyse. Il ne sert à rien de disposer de la watchlist la plus importante du monde, surtout si on en a plusieurs et qu'elle ne communique pas. Pour découvrir le choc qui existe entre la réalité telle qu'elle est et la réalité telle que nous voudrions qu'elle soit. En matière criminelle, il va falloir se poser une bonne fois pour toutes la question essentielle qui est celle de savoir comment on regarde les choses plutôt que comment on essaie de faire en sorte que les choses correspondent au regard que nous voudrions avoir. De ce point de vue, partout dans le monde, la crise de la recherche stratégique est un problème militaire, policier et entrepreneurial. Et j'en profite pour ici saluer Pascal Boniface qui sait à quel point il y a sur cette question du travail et à quel point les criminologues ne sont pas au chômage. Quand vous vous rendez chez un médecin pour une petite éruption cutanée
et qu'avant même que vous soyez assis ou assise, il vous propose le choix entre crème et amputation, sans prendre le temps d'auscultation, même si c'est encore remboursé par la sécurité sociale, vous en changez. Nous sommes submergés par les spécialistes de la thérapeutique. L'homéopathie pour les uns, une petite camomille devrait vous sauver. Chimie pour d'autres, l'antibiotique sert à tout. Chirurgie pour les derniers, on coupe d'abord, on discute ensuite. Mais contre quoi? En absence de diagnostic, il n'existe, sauf miracle, aucune solution viable. Vous verrez d'ailleurs, de manière régulière, dans vos journaux, encore que nous constations avec Xavier que ça se réduisait tendanciellement, à quel point régulièrement vous aviez la page de une sur l'arrestation du dernier parrain qui précédait de 15 jours, la page de une sur l'apparition du nouveau parrain, selon un principe récurrent et répétitif qui est que ça fait toujours une de plus. Mais en réalité, la problématique criminelle, c'est qu'il n'y a ni d'ancien ni de nouveau, il y a un rythme naturel de remplacement des effectifs dès lors qu'on ne touche pas la base. Je prendrai un autre cas beaucoup plus visible. Vous croyez tous savoir ce qu'est Al-Qaïda. Tout le monde vous en parle. Ce nom est connu de chacun de ceux qui est présent ici. Nous l'avons tous lu et entendu. Grosso modo, Al-Qaïda est une organisation terroriste dirigée par Oussama Ben Laden. Ces trois éléments sont faux. Ils sont structurellement faux. Al-Qaïda ne s'est jamais appelé Al-Qaïda, mais ça nous fait plaisir d'appeler ça comme ça. En fait, c'est une écoute téléphonique qui a permis à un magistrat américain de la Cour antiterroriste de changer de son dossier d'Oussama Ben Laden et d'associer en Al-Qaïda, parce qu'un des agents d'une des cellules soi-disant liées à cette organisation, appelant d'Italie vers Peshawar, avait dit, et par ailleurs, il faudra dire à la base, nom commun, la base, cet amphithéâtre, de nous envoyer 3 francs 6 sous. Et donc la base est devenue la base, nom propre, et a donné le nom au Front international islamique de lutte contre les Juifs et les croisés, qui est le vrai nom d'Al-Qaïda, de même que nous sommes ici dans l'amphithéâtre Abbé Grégoire et pas dans l'amphithéâtre tout court. Deuxièmement, ça n'est pas une organisation, c'est une nébuleuse, elle n'a pas de direction centrale, ce n'est pas une pyramide, et pour l'instant, on n'est même pas sûr que Oussama Ben Laden en soit le chef, mais on est à peu près certain qu'il en est le porte-parole. Il est grosso modo une sorte d'Arlette Laguiller du terrorisme. Je le précise toujours en tout bien pour honneur pour Arlette Laguiller, que je n'utilise ici qu'à titre d'exemple expressif de ce qu'est un porte-parole par rapport au directeur, au patron d'une organisation qu'elle n'est pas. Et donc, la réalité d'Al-Qaïda, c'est que c'est une nébuleuse, ce qu'on croit appeler Al-Qaïda, qu'elle ne fonctionne pas comme on voudrait, et comment est-il possible de lutter contre une organisation dont on ne comprend ni le fonctionnement, ni la structure, ni la dénomination? Ça n'est pas possible, parce que l'absence de diagnostic empêche toute thérapeutique adaptée. De la même manière, vous avez dû vous rappeler, pour ceux qui lisent les hebdomadaires, français et étrangers, qu'avant l'intervention des troupes de la coalition dans les grottes dites de Tora Bora, il s'est produit un phénomène, c'est que nous avions tous, en 2 pages couleurs, des vues d'artistes des grottes de Tora Bora. Alors il y avait le centre de logistique intergalactique avec les lance-missiles, le réseau satellite, le jacuzzi de Ben Laden, sa chambre climatisée, les dortoirs, les râteliers. Bref, il fallait que ça soit James Bond contre Dr No, parce qu'il fallait que l'ennemi soit à la hauteur de l'idée qu'on s'en faisait. Alors c'était bien jusqu'au moment où, malencontreusement, les troupes de la coalition sont entrées dans les grottes de Tora Bora, composées essentiellement de rochers, d'un éclairage relativement rudimentaire, d'un trou qui faisait office de latrine et de 2-3 vieilles kalachnikovs abandonnées pour manque de précision. Grosso modo, l'ennemi ne pouvant pas correspondre à ce que nous voudrions qu'il soit, n'étant pas l'hypertechnologique, on a découvert que la réalité de ces espaces, c'est que c'était à la fois low-tech et high-tech. Ils étaient extrêmement low-tech pour passer en dessous du radar et extrêmement high-tech pour inventer des modes de communication et de dialogue qui leur permettent encore aujourd'hui de subsister. De la même manière, lorsque nous sommes appelés régulièrement à la télévision pour parler de l'élimination du numéro 3 d'Al-Qaïda, qui est un poste très dangereux. 1 et 2, c'est assez stable, mais 3, je ne vous le recommande pas, c'est visiblement très inquiétant, parce qu'on doit être à 33 ou 34, qui disparaissent les uns des autres. Il y en a qui sont d'ailleurs bien connus dans leur immeuble, mais rarement au-delà, mais visiblement c'est un sujet qui intéresse la presse internationale, et donc on se rend compte à quel point la numérologie n'a aucun sens dans ce sujet, de la même manière que
le calendrier solaire et le calendrier lunaire ne fonctionnent pas ensemble et que l'idée qu'il puisse se produire quelque chose le 11 septembre d'une autre année n'a aucun intérêt particulier. Ce concept-là n'existe pas. Donc notre absence de visibilité culturelle, de compréhension culturelle de ce que sont les autres est un élément qui pèse durablement sur la manière dont nous comprenons la réalité criminelle. Ce que nous souhaitons, eh bien, c'est justement inverser le processus, choisir la diversité, la pluralité, la compréhension des autres cultures comme un élément qui vise aussi à avancer sur le terrain de la lutte contre la criminalité. C'est lutter, par exemple, contre le détournement d'usage du télescope et du microscope. Il est très compliqué de voir près avec un télescope et très difficile de voir loin avec un microscope. Pourtant, c'est ce que nous continuons à faire désespérément sur les questions criminelles ou de terrorisme. C'est le problème que nous avons aussi, et c'est important dans cette institution où je suis rattaché au management et au management stratégique grâce à l'action de Michel Godet, c'est que nous sommes face aujourd'hui à des théories de la compliance, de la conformité et de la monochromie qui sont censées nous protéger d'un certain nombre de risques dits systémiques et qui démontrent de manière structurelle à quel point ils sont inadaptés à la réalité. Ce problème-là doit aussi être pris en considération et c'est pour cela que le rapprochement entre management et criminologie, de la même manière que le rapprochement entre organisation et territoire, est un enjeu central dans l'idée qu'on peut avoir d'un CNAM qui dépasse les frontières classiques et qui se structure autour d'enjeux à venir, regardant vers l'avant, plutôt que d'essayer de singer ce que l'université ne fait pas d'ailleurs pas toujours très bien. Les nouvelles menaces ne sont donc pas les nouvelles à la place des autres, mais les anciennes plus les autres. Le crime organisé est d'ailleurs très satisfait de la réorientation des moyens policiers contre le terrorisme, puisque, à équipe égale, ça fait toujours quelques problèmes en moins, même si je sais qu'ici, Michel Gaudin, par exemple, avait réussi à assez bien équilibrer les choses, ce qui explique la situation tout à fait exceptionnelle de la France sur ces questions. Pas de mafia, peu d'activités terroristes, mais beaucoup de suspects en prison. Les effets pervers de la lutte contre Al-Qaïda ont aussi montré quelques curiosités. Ainsi, il n'y a jamais eu autant de drogue produite en Afghanistan que depuis la libération du pays, et le crime n'a jamais été aussi florissant en Irak. Une loi économique majeure, ça ce sont pour les économistes et les économètres, a même été inversée. La prohibition génère habituellement une baisse de la qualité et une augmentation du prix. Pour ceux qui ont encore vu récemment les tontons flingueurs, ils comprennent de quoi je veux parler. Toujours étonnant ce besoin chez les criminologues de faire des phrases. Or, nous avons désormais une augmentation de la production, une augmentation de la qualité et une baisse des prix, ce qui démontre que, économiquement et politiquement parlant, le sujet mérite d'être revisité, ce d'autant plus que pour la première fois cette année, je dis ça parce que le patron de la MILT est en face de moi, les États-Unis sont devenus autosuffisants ou quasiment en production de drogue de synthèse et de cannabis et que la France en prend visiblement gentiment le chemin avec un taux de tétrahydrocannabinol tellement important qu'on ne peut plus le comparer au vieux cannabis d'antan, ce qui montre à quel point les sujets doivent être pris en considération. De la même manière, nous venons de subir, et la criminologie c'est aussi un moyen d'intervenir sur l'escroquerie et les grands détournements d'argent. La criminologie, c'est aussi lutter contre les criminels en col blanc, pas seulement contre les violeurs, les assassins et les agresseurs. C'est que pour la première fois dans l'histoire, quelqu'un a réussi à vendre un cocktail de dérivés de fonds basé sur rien et à prospérer dessus pendant 20 ans avant de provoquer la plus grande crise économique et financière que le monde ait connue, par le biais de la globalisation, en l'étendant à l'ensemble des pays et en montrant à quel point les États eux-mêmes peuvent devenir fragiles sur ces questions. Appât du gain et offshoreisation ont pesé, même tuyau, branchements différents. Il n'y a pas que les criminels qui savent faire de l'optimisation fiscale. Nous sommes aujourd'hui dans une sorte de stade post-Dubaï du capitalisme. Mirage et pâté de sable ont fini de nous amuser. Il y a 5 ans, on leur prédisait 5 bulles. Elles ne sont pas arrivées les unes après les autres, mais ensemble, elles ont atteint l'ensemble du dispositif, la stabilité générale des États. Ceci a en général un effet sur le crime. Et là aussi, ce préjugé naturel qui pense que le social, l'économique et le criminel sont intimement liés et qu'ils devraient fonctionner par des liens mécaniques, ont montré qu'il n'en était rien. L'année dernière, à nouveau, en pleine crise, avec plusieurs millions d'emplois supprimés, les États-Unis ont connu une baisse structurelle et radicale de la criminalité. La raison sociale n'est pas une excuse pour les questions criminelles, c'est un élément d'interprétation à prendre en considération.
C'est aussi cela que nous devons dire. La vérité ne se divise pas en petits morceaux pour faire plaisir, elle doit être prise comme elle est, et notre enjeu, probablement, pour la création de cette filière, c'est de reprendre la vérité comme un élément de référence. Alors, nous sommes face à des pays qui sombrent dans la criminalité. Il y en a qui sont sombrés il y a longtemps, certains qui ne s'en sont jamais remis, des pays aussi peu industrialisés et peu organisés que le Japon, la Thaïlande, la Russie, l'Argentine, où selon le théorème de Rofer, quand un pourcentage d'argent criminel dépasse un pourcentage X, une proportion X du PIB, le pays s'effondre. Et aujourd'hui, nous avons le Mexique, la Colombie, le Brésil, le Kosovo, où le crime contrôle physiquement une partie du pays. Il y a donc du temps pour nous préparer, des moyens pour analyser, restructurer, adapter, après avoir travaillé sur le diagnostic. C'est le rôle d'un enseignement de la criminologie. Alors, sur cette question en matière criminelle, Conan Doyle fait dire à Sherlock Holmes, notre maître à tous, nous, que ce qui reste une fois l'impossible supprimé, même si c'est incroyable, doit être la vérité. En matière de terrorisme, pour des raisons étranges, ce qui est incroyable était devenu impossible. Ainsi, si nous étions ici le 10 septembre 2001, je pourrais vous dire, à partir de ce qu'on sait, un certain nombre de choses. Je pourrais vous dire qu'on détourne des avions depuis 1928, qu'en 1904, la Narodna Vola, l'organisation terroriste russe, avait souhaité détourner un avion pour le faire s'abattre sur le palais impérial, sur le palais d'été. On sait que le détournement d'avions, l'Airbus Alger-Paris, visait non pas à tenter de libérer des militants du GIA emprisonnés, mais à le faire s'écraser entre Lyon et Paris, là où c'était possible, et que c'est pour ça que le gouvernement français avait décidé de ne jamais le laisser redécoller, quel qu'en ait été le prix de Marseille, où on l'avait forcé à atterrir par un subterfuge heureux. On sait qu'un certain nombre de gens avaient décidé d'aller apprendre à piloter aux États-Unis, dont un au moins expliquait qu'il avait surtout envie d'apprendre à décoller, qu'il n'avait nul besoin d'apprendre à atterrir. On sait aussi, dans l'ensemble de ces éléments, que Ramzi Youssef, l'homme qui avait organisé le premier attentat du World Trade Center, et qui était parti en disant « je reviendrai », il faut toujours écouter les gens qui vous disent qu'ils vont revenir, avait organisé et n'avait pas pu mener à bien une opération dite Bojinka aux Philippines, visant à détourner en 1996, à détourner une vingtaine d'appareils américains et à les faire exploser en vol ou s'écraser où c'était possible. Et l'Airbus d'Alger était d'ailleurs une sorte de répétition générale. Bref, tout ceci cumulé nous amène à avoir des éléments qui sont connus de tous. Aucun n'est classifié, secret, et la plupart d'entre eux étaient connus d'au moins suffisamment de journalistes pour considérer que ce n'était pas étanche. À partir de ce moment-là, l'analyse, c'est de dire, voilà, il est possible d'imaginer sur les conseils de Ramzi Youssef que le but de cette opération est de détourner un certain nombre d'appareils américains aux États-Unis et de les faire s'écraser après leur décollage, donc pourquoi pas un au World Trade Center. Ce n'est qu'une analyse, ce n'est pas une révélation, ce n'est pas une information, ce n'est pas du renseignement, c'est de l'analyse à partir de faits. Cette analyse peut être corroborée ou annihilée par la réalité, mais elle permet d'ouvrir une perspective. Pour des raisons de carrière, de peur, de gestion du parapluie, d'inquiétude, de manque de discernement, de refus de la hiérarchie pour une analyste au moins, eh bien cet élément n'a pas été pris en considération parce qu'on considérait que parce qu'il était incroyable, il était devenu impossible. La réalité de ce qu'il faut préparer, évidemment, c'est l'inverse. Alors évidemment, si je vous avais dit ça le 10 septembre, Christian Forestier se serait enfoncé peu à peu dans son siège, 2001. Il se serait demandé pourquoi il avait permis que je sois recruté dans cette maison. Michel Godet aurait levé les yeux au ciel. Et un certain nombre de mes collègues se seraient demandé ce que je fais bien là. Deux messieurs en blanc m'auraient aimablement accompagné pour que je prenne un repos bien mérité. Et on aurait essayé d'oublier cette lamentable opération de séance inaugurale de la chaire de criminologie. Le lendemain matin, par contre, les mêmes et quelques autres, Michel Gaudin, par exemple, serait venu me voir sur mon lit d'hôpital sur le thème « Pourquoi n'avez-vous pas essayé de nous convaincre ?» Pourquoi n'as-tu pas essayé de nous convaincre puisque tu savais ce qui allait se passer? Et j'aurais répondu « Mais je ne savais rien, puisque mon rôle n'est pas de savoir, c'est de prendre des faits, de les analyser et ensuite de vous les proposer comme des options possibles, mais raisonnables, de ce qui peut se produire. » Tout le débat est là. La criminologie en France,
c'est pas seulement une science carrefour, c'est pas seulement une discipline qui se rejoint avec d'autres, c'est pas seulement un espace qu'on va créer parce qu'il fallait le créer, c'est pas seulement un endroit où il faut donner un titre, une fonction honorifique et un salaire faible mais raisonnable au professeur Boer. C'est un enjeu par rapport à ce qui se passe devant nous. C'est un enjeu pour comprendre ce qu'on lit dans le journal. C'est un enjeu pour faire en sorte que les journalistes comprennent ce qu'ils écrivent dans le journal, ce qui n'est pas toujours garanti. Il y en a dans la salle, c'est pour ça que je le dis. La problématique générale, pour prendre des questions que je connais assez bien, régulièrement, je dis ça parce que j'ai vu Jean-Marc Leclerc tout à l'heure, je me fais engueuler en tant que président de l'Observatoire national de la délinquance parce que, soi-disant, j'aurais donné des chiffres à Jean-Marc Leclerc pour qu'il les publie avec 24 heures d'avance. Il se trouve que Jean-Marc Leclerc a un défaut majeur, il sait se servir d'une calculette. Quand on lui donne 11/12 d'un ensemble, il projette le 12/12 avec une marge d'erreur faible. Il se trouve qu'aucun de ses collègues n'a réussi à comprendre ce mécanisme extrêmement important qui nécessite probablement d'avoir fait plusieurs fois Polytechnique pour arriver à publier avant tout le monde, à la une du journal, le sujet. Ce qui fait que je commence régulièrement la conférence de presse qui suit en expliquant que bien évidemment j'ai rien donné à Jean-Marc Leclerc, mais qu'il sait se servir d'une calculette. Ce que je referai l'année prochaine probablement, puisqu'on devrait avoir à peu près le même épisode dans les mêmes conditions. La réalité est celle-là. Il ne suffit pas de grand-chose pour savoir. Il ne suffit pas de grand-chose pour anticiper. Il ne suffit pas de grand-chose pour voir venir. Le seul espoir que j'ai, c'est que dans l'ad management, dans l'innovation, dans la stratégie et donc bien évidemment dans la criminologie, nous puissions voir devant nous et pas systématiquement conduire en ne regardant que le rétroviseur pour se préparer à la guerre qu'on a déjà perdue, espérant merveilleusement, n'est-ce pas mon cher Philippe Guglielmi, que l'ennemi revienne à la même heure, le même jour et au même endroit faire la même chose, en espérant que nous, cette fois-ci, nous soyons prêts. En fait, la surprise stratégique, ça n'existe pas. Ce qui explique, c'est l'aveuglement stratégique, parce qu'on n'est jamais surpris que parce qu'on ne veut pas voir. Et bien la criminologie, en tout cas celle que j'imagine, elle doit aussi préparer et anticiper, c'est pour ça qu'elle est au carrefour et qu'elle est ouverte aux autres, à un certain nombre d'éléments permettant d'apprendre. Alors nous voici à la fin de cette enquête, dont je vous remercie de votre attention et de votre participation. Il y a une note de synthèse, celle qui va permettre de voir si on envoie au magistrat instructeur ou au procureur de la République dans le cadre de ce qui est la réalité, puisque les magistrats instructeurs sont une faible part de la production de l'investigation en France, même si on ne le sait pas. Et cette note de synthèse est la suivante. En ce qui concerne la disparition d'Aletheia Criminologie, le dossier reste ouvert. Il faut toujours être prudent dans les notes de synthèse. Selon les Anglais, la seule preuve de l'existence du pudding, c'est qu'ils le mangent. Pour notre part, nous croyons avoir fait la preuve, ce n'est pas bon, nous croyons avoir fait la preuve que la criminologie existe. L'ampleur des polémiques provoquées par la simple reconnaissance de cette réalité en est devenue une paradoxale démonstration. Demain, les cours hebdomadaires délivrés au CNAM, les accords à venir avec les écoles de formation d'avocats, de magistrats, de policiers, de gendarmes, la reconnaissance institutionnelle de la discipline au-delà de la chaire du CNAM vont permettre de passer à une autre étape qui rendra ce débat ridicule aux yeux de nos descendants, comme il l'est déjà aux yeux de tous nos collègues étrangers. En 1962, Jean Pinatel soulignait devant le Congrès, pour le 25e anniversaire de la Revue de sciences criminelles, si la criminologie est encore une science en formation, ou plus exactement une science jeune, ce n'est pas parce qu'elle a un caractère pluridisciplinaire ou pluraliste, c'est parce qu'on ne lui a pas donné les moyens de se développer. Seule une citation chinoise pouvait clore cette séance. Quand le sage montre la lune, l'imbécile regarde le doigt. C'est donc Aletheia la vérité qui nous aura éclairé ce soir, installée là où nul ne pouvait la trouver, mais enfin libre de ses mouvements, grâce à vous et grâce au CNAM. Merci. Merci, mon cher Alain. Nous n'avons pas été déçus. J'ai enfin compris que la criminologie était un art, au sens, bien sûr, de Grégoire, qui distingue les sciences, qui analysent, qui étudient. Il dit même qu'il contemple, je crois, aux arts qui agissent. On dirait aujourd'hui les sciences de l'artefact, après avoir dit sciences appliquées, à défaut de technologie. Tu ne sais peut-être pas, ou tu le sais certainement, tu participes aujourd'hui à un rituel.
un rituel que tu as un peu bousculé, mais chez toi, c'est pas une première, qui est la leçon inaugurale. En principe, c'est ton entrée officielle, non pas le jour où tu as signé ton procès-verbal d'installation, mais c'est aujourd'hui que tu rentres officiellement dans le corps des professeurs titulaires de chaire du CNAM. Et à ce titre-là, je dois te remettre un diplôme et une médaille que tu as le droit donc de porter le jour où tu accepteras de porter la belle robe que notre ami Michel a bien voulu prendre, mais il est bien le seul ce soir. C'est pour ça que je disais que Alain avait souhaité bousculer le rituel qui porte donc ton nom et la date de ta leçon inaugurale. Encore une fois, bravo. Merci de nous rejoindre.